commence à m'emmener les pinceaux. C'est bon, t'es avec moi, on est en duo. Et Très bien. normalement, on t'entend. Pareil, hein, si dans le chat, vous pouviez me confirmer que vous entendez bien Marc. Bonsoir tout le monde, j'espère que le son est très audible. On peut commencer quand tu veux en fait. Hein. Pour moi, je suis dispo, il n'y a pas de problème. Ok, bah alors pour introduire, enfin pour présenter ce qu'on va faire ce soir, on a donc normalement j'ai changé le titre du stream. Donc le titre c'est Dialogue autour de la question enseigner les pratiques de conscience avec Fit Marc Gutekunst. Marc, bienvenue, bon retour Merci. dans ce qui devient, ce que j'espère deviendra un podcast régulier. Celui de la semaine dernière, il est presque fini de monter. Je pense que je vais finir vite fait ce soir et uploader la vidéo de la semaine dernière sur la chaîne Ethnopratique. D'accord. Voilà, comme on présente ton livre, tu verras, j'ai enlevé les éléments de stream qui étaient peut-être en trop par rapport à YouTube, mais essentiellement c'est à peu près le même contenu, quoi. Il manquera rien du tout, quasiment rien. Et donc oui, pour introduire cette idée de pratique de conscience et d'enseigner les pratiques de conscience, déjà moi je vais donner petite définition des pratiques de conscience telles que les sciences humaines elles en parlent. Marc, toi t'es un spécialiste plus que moi, hein, des pratiques de conscience, vu que tu enseignes ces connaissances directement. Moi, en tant qu'anthropologue, alors je parle pas encore en tant que pratiquant, mais en tant qu'anthropologue, on n'est pas, on est moins dans j'allais dire dans le secret, c'est pas dans le secret, mais on n'est pas censé avoir ces connaissances-là. Nos connaissances, elles sont plus académiques et on essaye de présenter objectivement ce qu'on observe. Et donc les sciences humaines, elles ont créé des catégories. Et dans ces catégories de pratiques, on a un terme qui est apparu assez récemment. C'est la professeure Nancy Middoll, qui est maintenant professeure émérite, et d'autres chercheurs comme Marceau Chenot, je pense que tu en connais certains d'entre eux dans tes lectures, Marc, qui ont développé en fait ces appellations-là. Avant, on parlait plus, c'était plus du côté jeunesse et sport ou STAPS qu'on avait des définitions et qu'on essayait de mettre des catégories de ces pratiques du corps. Et donc, pratique de conscience, c'est arrivé récemment. La question, il va y avoir la question de la conscience, de quoi on parle quand on parle des pratiques de conscience. Là, on a surtout des anthropologues, sociologues, etc., et philosophes qui ont observé des pratiques chinoises quand même. Hein. C'était quand même pas mal des tai chi, qigong, des pratiques que toi-même tu as souvent appelées internes, que ce soit les arts martiaux internes ou que ce soit pas martial. Et donc, des pratiques de conscience, on va dire que c'est généralement des choses qui sont liées à des pratiques qui intègrent la méditation, qui intègrent un retour sur soi et on va dire l'invitation à la prise de conscience d'une activité intérieure, voilà, d'une vie intérieure au corps, à comparer de ce qu'on pouvait appeler, je pense aux arts martiaux, c'est peut-être plus clair des fois quand on dit interne, externe, voilà, à comparer à ce qui est externe, donc plutôt sportif, plutôt physique, quoi, mécanique, le muscle, les tendons, etc. Et voilà, voilà. Donc, les pratiques de conscience, la question qui est derrière ça, moi, du point de vue de, par exemple, ma thèse, et puis de ce que je discute avec des philosophes qui parlent un petit peu de ces choses-là, comme tu connais Bernard Andrieux, pareil, dans ses écrits au moins. Et donc, ce sont des gens qui font de la philosophie, il y a plusieurs courants de philosophie, il y a la phénoménologie, qui date du début du XXe siècle, avec Husserl, puis après Merleau-Ponty, qui s'occupe de quoi du phénomène et de la perception. Et donc, Merleau-Ponty, il a vraiment travaillé cet aspect-là de perception et de la question de la conscience et de la présence. Voilà, donc dans les sciences humaines, c'est pas personne n'a l'apanage de la parole ou il n'y a pas de meilleurs spécialistes que d'autres. C'est très interdisciplinaire, c'est très complémentaire. Et moi, même en tant qu'anthropologue, j'ai choisi l'essence. Et donc,
je me suis raccroché aussi un peu à la phénoménologie. Et les questions que je me posais moi quand, par exemple, j'observais des terrains où toi tu enseignais, et puis comme tu es là justement, on va pouvoir discuter autour de ça, c'était comment tu réussissais. Alors, on va voir qu'il y a il y a plusieurs pratiques de conscience et toi, tu en enseignes déjà plusieurs différentes. Principalement, je différencierais peut-être de plus de tes activités, le Qigong et la trame. Et pour moi, il y avait un lien, hein, de toute façon, au moins dans ta manière d'aborder le corps et la perception. Tu me diras si je me trompe après, hein. Mais voilà, ma question c'était toujours, bah, comment on fait? Parce que moi j'ai appris la trame, j'apprends toujours, j'apprends toujours la trame bien sûr, mais j'apprends et j'ai appris aussi le Zen Qigong avec toi. Et la question c'était surtout vis-à-vis de la trame, où moi je m'étais retrouvé face à une pratique où il fallait vivre quelque chose dont je n'avais pas accès. Et je me demandais comment avoir accès à ça, et je me mettais un peu à ta place en me demandant mais comment il va faire pour lui transmettre quelque chose que l'étudiant, tu peux pas le vivre à la place de l'étudiant. Voilà, donc le débat est assez ouvert. On se donne au moins une petite demi-heure, et puis si on veut parler plus, on peut dépasser. J'ai dit ça pour ceux qui nous regardent. Qu'est-ce que tu peux apporter à ça, Marc? Si j'étais joueur, je dirais comment ça a fait pour toi? Comment ça a fait pour moi? Comment ça a pu le faire finalement, de ton point de vue? Il n'y a pas de... si je te réponds, je vais encore prendre un certain temps de répondre. Donc, Non, mais en fait, c'était un peu, tu vois, hein, c'est un peu une boutade aussi, mais je vais non, mais c'est une bonne assumer. question, je peux répondre vraiment, hein, sincèrement, Ouais. parce que après le truc, c'est que même si dans mon anthropologie, je mets de plus en plus de moi et de ma perception et de ma subjectivité, Oui. je dis ça au cas où il y a il y a des scientifiques en sciences humaines qui nous rejoignent là tout de suite. Mais voilà, bon après, ça se justifie la subjectivité, mais souvent on demande aux autres. Donc moi, en tant qu'anthropologue, je me pose la question, Oui. comment l'instructeur y fait? Mais toi-même, en tant qu'instructeur, finalement, tu es un peu dans la même position que moi en tant qu'anthropologue, puisque tu peux pas vivre ce que vivent non plus tes Non. étudiants. Voilà. Il y a quelque chose, tu peux, comment dire, tu peux essayer, d'abord, il y a une transmission. C'est-à-dire qu'on fait tous un bout du parcours en tant que receveur et en tant que donneur ou en tant que transmetteur des choses, receveur et transmetteur. Et en fait, il y a pour une part à un certain degré, à un moment donné, une forme de mimétisme. On sait pas vraiment comment ça va aboutir, ce qu'on cherche ou comment ce qu'il y a vraiment à ressentir, mais on se met par exemple à d'abord imiter par exemple une gestuelle. On te donne des indications et tu essayes de refaire cette gestuelle. Et tu essayes de poser ton attention de plus en plus sur cette gestuelle. Et petit à petit, tu vois que il va y avoir des conséquences extérieures, ressentis intérieurs, mais aussi des conséquences extérieures qui vont faire suspecter que quelque chose est en train de se modifier par rapport à un référentiel habituel. C'est-à-dire que les réactions qui sont en train d'avoir lieu à ce moment-là, eh bien, sont pas celles que tu aurais appréhendées comme ça, et tu vois qu'elles commencent à s'approcher de ce qui était évoqué dans un bout de la transmission. Donc, il y a une part une forme d'attention et une forme de mimétisme, qu'on pourrait dire, quand on veut commencer à transmettre qu'on a reçu. Après, il y a une part d'écoute, beaucoup des deux côtés, de celui qui reçoit que de celui qui transmet. Celui qui transmet doit être à l'écoute du retour que fait l'autre, pour voir si quelque part, il y a quelque chose, une résonance sur ce qu'il est en train de vivre, avec le panel de ce que tu as pu éprouver, toi, dans ta démarche en tant qu'enseignant. Parce que c'est pour ça que l'enseignement, elle demande d'avoir un peu une profondeur de champ, d'expérimentation et d'expérience assez longue. Et au départ, on enseigne forcément un peu faux. Au fur et à mesure qu'on prend de l'expérience et du temps, on se rend compte que, tiens, on n'aurait pas fait de la même manière, on aurait vécu autrement. C'est pour ça que transmettre quelque chose où tu as un cours d'avance sur celui qui apprend, c'est un peu compliqué parfois. Parce que tu n'as pas justement le terrain d'accueil pour voir ce que va vivre l'autre, s'il est vraiment dans quelque chose qui est
dans une ligne directrice de ce que tu voulais transmettre, ou c'est complètement différent, Oh, ok. où il fait dans une impasse. Et mais alors, c'est quoi les éléments? Qu'est-ce que tu mets à disposition de, je dirais, des élèves? Est-ce que c'est un temps que tu donnes ou finalement ils vont s'exprimer? Comment ça marche? Qu'est-ce qu'ils te donnent finalement? C'est un, qu'est-ce qu'ils partagent? Comment ils partagent avec toi ces éléments qui te permettent toi de savoir s'ils ont capté? Des fois, ils partagent au niveau sensoriel, de qu'est-ce qu'ils ont éprouvé dans l'expérience sensorielle. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est sur l'aspect comportemental dans leur vie. Qu'est-ce que ça amène comme changement? Quel positionnement dans leur vie ça produit comme modification? Est-ce que quelque part, même s'ils passent parfois par des choses compliquées, est-ce que la sensation de quelque chose de plus harmonieux dans leur existence est présente? Même si parfois ça passe par des choses un peu toniques. Mais ils s'en rendent compte, quoi. Tu vois, les gens, ils sont parfois confrontés à des choses qui maintenaient, et ce qui maintenait intuitivement, ils savaient que c'était pas très solide, quoi, finalement. Et puis quand ça se délite un peu ou quand ça change, eh bien, ils s'en rendent compte. Il peut y avoir de la réaction, mais finalement, dans leur fond intérieur, quand ils font le retour, ben, c'est pas si étonnant que ça, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a une congruence quelque part qui se met en place entre les situations extérieures et ce qui est vécu intérieurement. Ok, donc ce que tu me dis, c'est que c'est un processus qui prend du temps. C'est pas, il n'y a pas vraiment d'accès direct pendant Ah, l'enseignement. il peut y avoir Si. des fractures il peut y avoir des ruptures qui font des changements d'état et des accès directs. Oui, bien sûr. Et en même temps, il y a un aspect parfois progressif. Donc, Et pour moi, il n'y a pas de règle à ça. Il y a pas de règle au fait que ce soit forcément obligé, que ce soit un long chemin à parcourir. On n'en est pas sûr du tout. C'est aussi une croyance, hein. Et puis, parfois, ben, il y a des réalisations qui sont instantanées. Et puis, parfois, au moment voulu, elles se produiront également. C'est très difficile de dire si c'est ce qui est, comment dire, c'est paradoxal. Il y a une image qui me vient, j'étais en train de réfléchir en même temps, parce qu'il y a une image qui arrive aussi, c'est que parfois tu tires longtemps sur une corde ou sur un élastique, puis il s'effiloche, mais il y a toujours la même résistance. Et donc tu peux te dire qu'il y a un processus progressif, tu vois, tu tires, mais au moment où ça cède, c'est instantané aussi, ok. tu vois, Alors, au moment où ça lâche, c'est instantané. excuse-moi, je suis pas pour te couper, mais là, ce que tu es en train de dire, c'est que ça implique, parce on l'a pas exprimé comme ça, mais ça indique que on parle déjà d'un passage et on parle déjà de, on va dire, pas un a priori, mais qu'il y aurait quand même un moment, enfin, un état global d'une personne vis-à-vis de sa sensation, de son ressenti, de sa perception, qui doit disparaître pour laisser place à la nouvelle sensation. J'essaie En de fait, traduire. oui, oui, je te rejoins là, mais c'est en fait, en réalité un phénomène tout à fait naturel et constant dans la vie. On baigne dans le changement. Et on s'affaire à essayer de rester pareil, à une certaine forme de fixité. Et l'idée, c'est que quel que soit le changement d'état, c'est de le percevoir, d'être là pour vivre ce changement. Et ce changement peut se faire dans un déploiement, dans une maturation, puis aussi dans une transformation, dans une forme plus comme une vague, comme un retour, comme quelque chose qui se décompose, et puis quelque chose d'après qui renaît. Ce que je veux dire par là, c'est que le phénomène de transformation, de, de mutation constante de la vie, c'est à ça qu'on devient présent. C'est pas de tomber dans un état statique ou quelque chose qui serait, tu vois, incroyable ou non, c'est pas tellement. Aujourd'hui, c'est pas ça qui me semble le plus intéressant, mais de faire, de permettre aux gens de faire de jeter un regard sur leur présence à l'aspect de leur vie qui continuellement évolue, se transforme et de manière plus ou moins harmonieuse. C'est ça l'objectif. Enfin, c'est un des objectifs. Oui, non, mais oui, oui, après, vis-à-vis de la pratique en elle-même, mais si, par exemple, on prend le cas de la trame. Alors, Oui. pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la trame, est-ce que tu préfères le présenter toi-même la trame ou tu veux Non, que je vas-y, la je t'en prie. présente?
présenter. Alors j'essaie de la présenter comment le plus techniquement possible. Il y a ce que j'en pense et puis comment c'est présenté par les tramistes, hein, ce qui est quand même deux choses différentes d'après moi. Mais c'est une pratique où en fait on pratique avec quelqu'un. Il y a une position de praticien de la trame qui va avoir un patient, même si le mot patient est délicat. C'est vraiment tout le problème de la trame, hein, que là j'expose un peu, c'est le vocabulaire. Voilà, par exemple, le fait que tu sois praticien en médecine traditionnelle chinoise, le mot praticien, on dit aussi praticien de la trame. Donc tout ce qui est lié à la médecine, en France, malheureusement, il y a plein de mots qu'on peut pas vraiment employer, mais il faut le dire, voilà, moi je le dis, je suis anthropologue, là je prends un point de vue d'anthropologue, d'après moi il y a un patient et il y a une personne qui fait une trame au patient, qui est une technique dite vibratoire. C'est- euh, donc déjà on a le mot vibratoire. Maintenant, il y a tout un champ lexical de la trame où déjà il y a une circulation dans le corps, il y a un point de vue le corps qui est basé sur le fait que bah, ça circule, qu'est-ce qui circule de l'information, qu'est-ce que c'est que l'information, on pourra en parler aussi, mais on va dire qu'il y a beaucoup de choses liées aux émotions aussi. Il y a des personnes qui peuvent avoir des problèmes dans leur vie. De façon générale, c'est un point de vue holistique, donc ça prend le tout de la vie d'une personne, la trame, comme point de vue quand même, ou voilà, la personne pas heureuse peut aller faire une trame aussi, pour essayer de retrouver un équilibre dans sa vie, mais d'autres symptômes ou d'autres peut-être douleurs, souffrances que les gens peuvent vivre, qu'elles soient psychologiques ou physiques, ça peut être aussi une volonté pour aller voir un tramiste et avoir une trame. Et donc, voilà. Après, techniquement, c'est une pratique qui est faite de 16 gestes où le tramiste pose ses mains sur 16 endroits différents de la personne qui sont, quand on apprend la trame, en fait, qui sont plus que juste poser ses mains, c'est-à-dire qu'il y a des intentions et des attentions derrière. Et voilà. Maintenant, quand on fait une trame, les gens qui apprennent à faire des trames se sont souvent d'anciens patients. Dans le sens où, que ce soit démontré ou pas, c'est pas le propos. Là, moi, voilà, je l'exprime ici. De toute façon, c'est pas démontré. Scientifiquement, c'est pas démontré. Comme la médecine chinoise n'est pas démontrée. Bon, petit à petit, il y a des endroits comme ça. Mais c'est pas le propos. Il y a quand même de l'expérience, il y a du vécu. Et il y a des preuves. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Donc, les personnes qui vont faire des trames, ils en ressortent différentes. De leur point de vue, ça les aide. Et c'est tout ce qui compte, voilà, j'allais dire, pour moi, pour donner du crédit à ces outils-là. Encore une fois, je prends plein de pincettes pour plein de choses, parce que je suis anthropologue et parce qu'on est dans un milieu où la médecine est compliquée en France. Voilà. Et voilà. Donc, maintenant, quand on apprend la trame, la première chose qu'on apprend, c'est à se caler, je vais reprendre un peu le vocabulaire des tramistes, mais sur la trame du patient. Eh bien ça, moi d'expérience, alors la trame, quand on m'en faisait, je ressentais des choses. C'est-à-dire que, par exemple, tu m'avais fait des trames, j'en étais pas ressorti indemne, et même pendant la trame, je me retrouvais dans des états que je n'avais jamais vécu avant. Donc au niveau de la perception, il se passait des choses. Maintenant, le fait de passer de l'autre côté, de mettre les mains sur quelqu'un, et de chercher, par la perception, comment me caler sur quelqu'un, ça m'a pendant longtemps, très longtemps, et je pense que je suis un cas un peu à part où il faut, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, il faut que j'ai eu besoin d'y retourner longtemps. Après, en auto-analyse, je me rends compte que je me mettais plein de blocages qui sont inconscients, bien sûr. Ils sont inconscients dans le sens où je fais pas exprès, j'ai pas choisi de me bloquer à vouloir vivre quelque chose que j'ai envie de vivre. Je suis pas maso, je suis pas, voilà, c'est pas le but. Mais comment dire, j'ai pu prendre conscience de mes blocages déjà mentaux qui m'empêchaient en fait d'avoir accès à d'autres formes de perception et là je lance un peu ma théorie, mais perception qu'on ne peut pas imaginer tant qu'on l'a pas vécu, ce qui est une grande difficulté
dans comment trouver le chemin à cette sensation, à cette perception-là, sachant qu'on ne peut pas l'imaginer, mais qu'on est obligé finalement de se mettre dans une forme de disposition à cette nouvelle forme de perception, qui n'est pas, qui n'est pas un sens en plus non plus. C'est-à-dire que d'après moi, j'ai pas l'impression d'avoir eu un sixième ou un septième sens en ressentant quelque chose, en mettant les mains sur quelqu'un. Non, ça reste du toucher, si on veut mettre les cinq sens là-dedans. Mais il n'y a pas que le toucher, il y a les yeux, il se passe des choses aussi au niveau de mon visuel. Mais c'est pas, j'ai pas un troisième œil qui a poussé, j'ai pas, j'ai pas des, voilà. Je reviendrai sur un aspect que tu évoquais au tout départ, et juste clarifier une petite chose, c'est qu'il existe des systèmes médicaux, d'accord? Et il existe des outils thérapeutiques. Et pour moi, ça, c'est une différence fondamentale. La médecine traditionnelle chinoise fait partie d'un système médical avec un corpus, avec quelque chose d'extrêmement important, de plusieurs millénaires, avec des savoirs empiriques qui ont été notés. Enfin voilà, il y a une structuration de la relation qui est prise de l'individu et son objectif est de rétablir la santé. Et c'est l'objectif premier. Ça, c'est pour un système médical. On trouve bien sûr dedans la médecine traditionnelle chinoise, l'Ayurveda, le chamanisme aujourd'hui, qui est aussi reconnu comme des systèmes médicaux. Et puis, tu as des outils. Tu as des outils qui ont pour objectif de rétablir un certain nombre de choses. Alors, la trame fait partie de ces outils pour moi. Et alors, c'est un outil qui permet quoi? Eh bien, il permet une meilleure circulation de l'organisme en général, dans sa globalité. C'est-à-dire que l'objectif du tramis, c'est de se mettre en résonance avec la trame de la personne, c'est-à-dire la trame étant ce qu'on considère comme un schéma sous-jacent à la matière, qui permet à la matière de s'organiser et qui vibre. Et c'est par cette mise en résonance sur ce schéma subtil, ce schéma de circulation subtil, qu'un certain nombre de phénomènes vont se produire. On considère, du point de vue de la trame, que ce schéma initial, il est cohérent en lui-même. C'est-à-dire qu'il a une circulation la plus libre possible pour permettre à l'organisme de fonctionner le mieux possible. Et puis, au cours de l'existence, un certain nombre de choses peuvent se produire qui font que ce schéma de cohérence perd de sa cohérence. Parce que des choses se sont accumulées, parce que des stagnations ont poussé certains axes, enfin un certain nombre de choses. Petite parenthèse, ça rejoint aussi la notion de médecine traditionnelle chinoise qui dit que tout ce qui circule harmonieusement eh bien, permet une expression de la vie qui est harmonieuse, qui est sans problème. Et que finalement, c'est dès que ça ne circule plus, que ça s'accumule, qu'il y a de l'obstruction et du blocage, qu'il va y avoir un déséquilibre qui va se produire. Donc, tu vois, au vu de ça, on partage un peu les mêmes idées. Il y en a un, c'est un outil, l'autre, c'est un système plus vaste, mais il y a une même vision de fond. Ce schéma initial, ce qui va l'obstruer bien souvent, ah oui, avant d'aller plus loin, c'est que on considère également, de ce point de vue-là, médecine chinoise, mais aussi de la trame, que notre organisme, il n'est pas fait pour accumuler de l'énergie. Il est fait pour faire circuler l'énergie. D'accord? On prend que ça. Il est fait pour faire circuler harmonieusement. Ça veut dire qu'il y a autant de choses qui rentrent à l'intérieur que de choses qui doivent sortir de l'intérieur vers l'extérieur. Il doit y avoir un équilibre. Et quand il n'y a plus cet équilibre, ça s'accumule et cette accumulation va créer des dérèglements. Donc la trame, pour revenir à cela, a pour objectif de rétablir ce schéma de circulation. Donc, par cette mise en résonance, elle va proposer, et c'est une proposition qui est faite à l'organisme, de retrouver son fonctionnement initial. La résultante de tout ça, c'est que la personne va retrouver un nouvel équilibre et un mieux-être. Et donc une meilleure santé. Mais la santé, de ce point de vue-là, c'est une résultante. Ce n'est pas l'objectif cherché. C'est-à-dire que l'objectif cherché, c'est de permettre à la personne de retrouver une circulation harmonieuse, de permettre à ce qui émane dans sa vie de retrouver quelque chose d'équilibré, tant au niveau physique, psychique, émotionnel et relationnel. Parce qu'on a vu aussi que des trames, parfois, elles jouaient sur la personne. Bien sûr, elles créaient une sensation physique, mais parfois pas tellement au niveau physique, pas tellement au niveau émotionnel, mais alors qu'est-ce que ça bouge dans sa relation? Et ça, on pourrait l'expliquer de plusieurs points de vue.
Parce que si moi je suis calé sur un certain axe, j'ai des relations qui sont d'une certaine nature avec les gens qui sont sur la même longueur d'onde que moi, elles sont d'une autre nature avec certains qui sont calés différemment. Mais si moi, tout d'un coup, je reviens sur un positionnement différemment, toutes mes relations environnementales changent. Donc, il va se passer des choses dans mon environnement. Moi, j'aurais peut-être rien senti, mais mon environnement va plus me percevoir de la même manière. Et donc, il y a de nouveaux équilibres qui vont devoir se faire. Donc, tu vois, l'objectif de la trame sur la santé, c'est peut-être pas l'objectif prioritaire. L'objectif prioritaire est comment on permet à la personne de retrouver quelque chose de plus équilibré, donc de plus juste pour elle, fondamentalement. Avec tout ce que ça implique, parce que ça implique. Et parfois, c'est compliqué. Quand tu as passé 10 ans de ta vie à faire des concessions pour pouvoir être dans telle ou telle situation et que tu t'aperçois qu'à un moment donné, il faut changer pour être mieux, ben, le moment du changement, il n'est pas forcément aisé. Mais si tu restes dans la même situation, tu fais qu'empirer ton déséquilibre finalement. Non, non, Parce mais que tu connais bien. c'est effectivement, c'est ce que j'essaie de dire au début quand on parle de pratique holistique, Ouais. c'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il Et faut. donc il y a une dimension existentielle, et sans même parler de métaphysique, mais simplement qu'effectivement, bah, on est toujours des gens au centre de notre vie, quoi, de notre monde, de notre Et ben ça, réalité au c'est moins. super important ce que tu dis. On est des individus au centre de notre existence, mais combien de fois on met l'appui sur l'extérieur, en dehors de notre centre d'existence? On est préoccupé par nous-mêmes essentiellement. On est bien placé pour le dire. Vraiment, c'est nous qui, les autres finalement. Mais quand même, en même temps, on a tellement de projections sur l'extérieur, on s'en remet tellement à l'extérieur que notre centre décisionnel, quelquefois, il est dehors. Hein. Il n'est pas dans ce qui est juste pour moi, mais ce qu'on croit qui devrait être bon pour moi, où je dois être, comment on m'a formaté, quelle place je dois avoir. Non, mais là, de toute façon, c'est presque aussi un positionnement philosophique. C'est-à-dire que effectivement, c'est un choix qu'on fait, à mon avis, consciemment quand même, dans nos vies, tout à chacun, de se remettre au centre. Et je pense, bah, il y a plusieurs traditions, si on veut parler un peu de philosophie, mais ne serait-ce que le stoïcisme, où on commence à arrêter de dire que bah, à chaque fois qu'il se passe un truc à l'extérieur, ça nous affecte et donc c'est à cause de l'extérieur, alors que les trois quarts de ce qui nous affecte, c'est comment on reçoit ce qui nous vient de l'extérieur. Mais... J'entends bien, mais on pourra aussi considérer que pour un grand nombre de personnes, elles viennent parce qu'elles ont un déséquilibre et que ce déséquilibre qui est produit par leur environnement ou qui est vécu par elles, elles ont envie que quelqu'un d'extérieur résolve ça sans s'impliquer. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'un travail de mise en résonance va impliquer la personne dans son existence. Non, mais oui, oui, oui. C'est-à-dire que c'est étrange qu'à travers 16 gestes, il y ait un certain nombre de choses qui se passent, sensoriellement ressenties, émotionnellement vécues et intellectuellement modifiées, qui font que la personne peut changer de posture. Alors, pour revenir sur le propos de la perception, parce que non, mais Oui. je trouve ça très intéressant ce qui se dit finalement, c'est que quand même, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément, comment, dans, qui vont pas forcément croire à l'outil de la trame, on va le dire comme ça. Hein. C'est pas forcément, je vais mettre un mot désuet, mais croyable. Ça devient même assez souvent pour ces gens-là incroyable ce qui a pu se passer, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. C'est, reprenant le mot croire, c'est donner du crédit aux choses en fait, hein, tout simplement. Donc que les gens soient croyants ou pas croyants, il y a quand même un résultat peut-être premier de la trame. Bah, c'est de déclencher un peu une forme de crise existentielle. C'est une des possibilités non négligeables qui peuvent se produire. Et ça veut dire qu'on est impliqué. Ce que je veux dire par là, c'est que si on parlait tout à l'heure de guérison, on parlait de médecine ou de retrouver la santé, ça veut dire que là, ici, la personne, elle est remise au centre du processus. Tu vois ? On transmet quelque chose où on remet l'autre au centre du processus de son existence. Ça veut dire que la trame, elle va faire quelque chose, elle va proposer au corps un nouveau paradigme, un nouveau ressenti, mais que néanmoins, ce nouvel équilibre, il doit être maintenu par la personne et vécu par la personne. Et c'est un point important. Oui. Mais oui, tu vois, là, on parle on parle de la trame, on parle de l'interaction, ce qui est un peu différent de la transmission de l'outil, si tu veux.
Tout à fait. Ben, de toute façon, Tout à fait. fallait expliquer un peu ce que c'était que la trame. Oui, c'était Et nécessaire. bon, après, historiquement, c'est ça, c'est 1191, il me semble. Patrick Autour. Burenstenas a créé la trame. Euh, voilà, il a créé la trame. Il y a un lien, et là, ça sert à rien d'en parler, mais quand même, bon, les gens connaissent Patrick Burenstenas comme étant un alchimiste, donc il y aurait un lien quand même avec cette tradition Ouais. hermétique ou de l'alchimie. Ah Mais oui. voilà, encore une fois, c'est peut-être bon. Après, on peut peut-être dériver là-dessus, mais si on veut rester sur la perception, moi, j'essaie vraiment Mm. parce que c'est une question, je pense que qui se pose pas vraiment, tu vois, que ce soit en stage ou dans tes stages de Qigong ou même de Tuna ou de peut-être plus Tuna et Tram, parce que j'imagine quand même il y a le fait d'agir sur quelqu'un, peut-être ça donne un peu de recul, parce il y a quand même il y a un minimum de contrôle dans le sens où ou de maîtrise peut-être, hein, on peut s'entendre sur les mots, mais il y a un agissement. Et il est dit gentiment que dans la prise de conscience, il y a le mot prendre. Donc il y a vraiment Ouais. quelque chose de la prise en main. Le fait d'être thérapeute, d'apprendre à devenir... Enfin voilà, d'apprendre à être... bah, j'ai dit Praticien. Pour moi, pour mon praticien, point, d'accord. praticien, pas thérapeute. Pas thérapeute recouvre autre chose. Ok, Et dans la formation de la trame, on n'a pas suffisamment d'éléments pour former des thérapeutes. On forme des gens qui peuvent être à même d'utiliser un outil, mais c'est ok, tout. ok. Ok, d'accord. D'accord. C'est un peu difficile pour moi de chanter ce truc-là parce qu'il y a quand même toute une démarche de prendre soin de quelqu'un. Parce que Oui, oui, oui. Mais on bien va sûr, pas tu peux faire du mal à la personne qui est sous nos mains, c'est ça que je veux J'entends dire. bien, j'entends bien, j'entends bien. Mais ce que je veux dire par là, pour moi, thérapeute est un cheminement et ça va recouvrir beaucoup de choses derrière ça. Praticien, tu es sur le terrain, tu fais une chose et cette chose-là, même si elle a des conséquences extrêmement prégnantes, tu la fais simplement, quoi, tu vois. Ok. Tu l'as fait honnêtement. On ne te demande pas de faire plus. Tu poses tes mains, tu te mets à la résonance des choses. Alors moi, je reviens sur comment c'est transmissible un tout petit peu parce que j'ai des choses qui me reviennent à l'esprit. Ok. C'est que souvent, j'ai remarqué dans les groupes que ce n'est pas simplement un effet de contagion, mais parce que tout d'un coup, on aurait dit quelque chose et puis les gens veulent vraiment le sentir, veulent vraiment le vivre et se mettent à le vivre. Et et peut-être que ce processus, d'ailleurs, peut être intéressant parce que c'est un processus qui mène de l'imaginaire au senti et du senti à une réalité tangible. Donc le processus, pour moi, n'est pas forcément, comment dire, obsolète. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que j'ai souvent remarqué des gens qui étaient très réfractaires ou qui avaient beaucoup de résistance au bout de un certain nombre de trames pendant les sessions de formation, si tu veux, tout d'un coup se mettaient à dire ah ouais, mais dans mon organisme, dans mon corps, j'ai ressenti cette oscillation, cette vague, j'ai ressenti cet espace à l'intérieur, j'ai ressenti cette façon où de manière totalement incontrôlée, mon corps, par exemple, a pu se mettre en mouvement, ma main, mon bras, avoir des réactivités que je ne m'attendais pas. Et ça, c'est tous ces éléments-là qui nous permettent de construire ce que on peut voir comme paysage sensoriel se manifester. Globalement, au niveau corporel, le corps, quand il y a une énergie qui est trop importante à l'intérieur, il n'a pas beaucoup de stratégies pour l'éliminer. Hein, souvent, on a dit c'est soit dynamique, c'est-à-dire par le mouvement, hein, soit thermique, c'est-à-dire la personne elle a chaud, elle a froid. Tu vois, ce sont des éléments très simples qui Oui, ne disent pas il faut thermodynamique. ressentir ci ou ça, mais on s'aperçoit que ces phénomènes-là se manifestent à des moments incongrus où il n'y aurait pas raison qu'ils se manifestent. Et pourtant, ils sont là. Ça veut bien dire qu'il y a une action sous-jacente qui est en train de se produire. On peut suspecter une action sous-jacente qui est en train de se produire. Et parfois, c'est même très minime. Parfois, ce sont des petits mouvements. Et tout d'un coup, la personne, elle sort de la séquence et elle peut témoigner d'un changement, d'un avant et un après. Ah, il y a eu quelque chose qui s'est produit. Ok. Bon. Alors, à chaque fois, je vais essayer de ramener tout Ouais. sur la perception. Je vais être un peu... Ouais. mais ça en fait partie, hein. C'est la question, c'est y a-t-il une possibilité d'amener quelqu'un vers la perception, vers quelque chose qu'il ne pouvait pas ressentir jusqu'à présent, parce qu'il y a un besoin, je veux dire, il y a une Oui, nécessité de ressentir oui, quand on apprend la trame. oui. Et, et en même temps, les patients ressentent toujours quelque chose. Mmh.
que le praticien il ressente ou pas ce qu'il fait, s'il le fait bien, en tout cas sérieusement, concentré, même s'il ressent pas ce qu'il fait, ce qui est un peu un paradoxe aussi pour moi là-dedans. C'est-à-dire que finalement, le fait d'être honnête pendant la pratique de la trame, dans le sens où on n'est pas ailleurs, on fait pas ça comme ça, non, ou les mains dans les poches, non, on est là, et le fait d'être là, les personnes vont vivre quelque chose. Oui. Il se passe quelque chose quand même, que le praticien ressente ou ressente pas, mais c'est quand même plus facile quand on ressent. Oui, c'est plus facile quand on ressent, et ça peut être aussi le premier obstacle. C'est-à-dire qu'après, je suis attaché à mon ressenti. C'est-à-dire que le jour où je ne ressens pas, je dis « Oh, j'ai mal fait », ce qui n'est pas vrai du tout. C'est-à-dire que le ressenti et la sensorialité peuvent être une aide pendant un certain temps, mais s'ils deviennent une fixité et un objectif, ben, ça devient un empêchement. Parce que toi, ça t'arrive de plus ressentir? Ou ça Ben arrive ouais. aux gens Ben, qui ça arrive, ressentent ça, de... ça arrive que tu ne ressens pas au sens de ce que tu attendais à ressentir sensoriellement. Mais il y a quelque chose d'indicible dans la présence qui s'est produit. Et d'ailleurs, très souvent, les choses les plus spectaculaires ne sont pas simplement dans des phénomènes extérieurs ressentis par le praticien. Non, des fois, c'est très calme. Et c'est parce que c'est incroyablement spacieux, calme, harmonieux, qui a ce sentiment diffus d'une paix profonde, par exemple, qui se manifeste. Pour moi, ça, c'est très tangible, tu vois. Alors, je voudrais revenir sur le moyen. Ben, le moyen, c'est que tu as une gestuelle, tu vois, tu as une gestuelle qui crée un fil conducteur. Avec cette gestuelle, tu as des intentions, par exemple, pour prendre ne serait-ce que la trame. Tu as des intentions de mouvement. Tu sais que ce geste-là te met à l'écoute d'une résonance dans cette direction-là. Donc, tu vois, en ayant ces deux éléments, c'est comme si tu posais deux bornes, une physique, matérielle, et une perceptive, sensible, plus subtile, que tu vas essayer de mettre en phase, qui vont se mettre en phase, d'accord? Mais je vais te prendre une analogie à côté. Jusqu'où peut aller la transmission? C'est un peu compliqué, mais par exemple, tu prends un sculpteur, tu prends quelqu'un qui apprend à quelqu'un d'autre à sculpter. Il va lui apprendre comment tenir le couteau, le maillet, et à suivre la technique, suivre le fil du bois, à comprendre le bois, à comprendre comment on dessine, comment on va suivre les lignes de tout ça pour obtenir une forme. Ça, c'est transmissible. Mais ce qui est moins transmissible, ce qui n'est pas transmissible, c'est la justesse de la force que l'homme va poser sur le maillet et sur le marteau en même temps, tu vois, sur la gouge et puis sur le moment pile de l'impact. Le maître, le maître sculpteur, lui, avec toute son expérience, il connaît exactement, il sait la sensation qu'il peut mettre là. Et finalement, c'est à la fin, quand l'ouvrage est terminé, qu'il voit la beauté de cela émaner de ce travail. Il y a quelque chose qui en ressort. Et pendant longtemps, bah, tu vas essayer de trouver finalement ce qui est le mouvement juste, là où tu vas mettre le truc. Et ça, c'est de l'expérimentation, de la pratique et des choses. Oui, mais je l'entends. La question, c'est vraiment, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les processus qui amènent, ne serait-ce que l'artisan? Parce que j'ai déjà eu un ciseau dans les mains, tu vois, j'ai déjà eu un ciseau à bois dans les mains. J'ai vu une progression personnelle dans ma manière de le tenir, de frapper ou de pas frapper. Après, j'ai eu aussi des gens qui m'ont un peu expliqué, qui savaient bien faire. Et ce qui était intéressant, c'est que de toute façon, tout est basé sur l'expérience, comme tu dis. Donc, le bois, il te ramène quelque chose. Le son, je veux dire, on entend, hein, tu frappes fort, tu frappes pas fort, on l'entend aussi. Donc, il n'y a pas qu'un seul sens qui est mis Et puis, il y a un exergue. état. Et puis, il y a un état dans lequel tu vas te trouver. Et c'est cet état-là qui va être après le centre de ton travail. C'est-à-dire qu'il y a une forme de technicité. Oui, mais là, on va plus loin. On est dans l'art. Quand tu parles de ça, on est on est moins dans l'apprentissage de ce que j'entends. Et là, il y aura peut-être même plus de mots. Mais justement, tant qu'on peut en mettre des mots, c'est justement dans ce processus de passer de l'apprenti à celui qui a un minimum de maîtrise de l'outil. Hein, moi, la personne qui m'a montré pour le ciseau, il y a un truc bête, hein, mais qui
qui m'a permis de comprendre un truc, c'est que quand on pousse avec un ciseau, il faut aussi tirer. Alors on dit, ah, c'est bizarre, c'est paradoxal, mais en fait, c'est pas, ça aide dans le sens où, bah, en fait, si on pousse et qu'à un moment donné, il n'y a plus de résistance, si on n'avait pas retenu son coup, c'est-à-dire que quand tu appuies, en fait, on pousse en même temps, parce que si tu retiens pas, bah, ça part d'un coup, tu peux casser un truc devant. Bien sûr. Et donc le fait que le maître vers l'avis de l'apprenti donne quelques éléments qui sont Et bien basés, hein, sur sûr. la perception, Mm. ça aide. C'est ça que je... Alors, les quelques éléments qu'on donne sont des éléments, toujours des éléments techniques. Ok. Il y a une forme de technicité. C'est-à-dire même, il y a une forme de technicité, de matérialité. C'est-à-dire comment tu poses tes mains, comment tes épaules se posent, comment ton corps en tant que praticien il se pose, comment tu rentres à l'écoute, comment justement la technique, la gestuelle, elle a une certaine forme de précision pour que une fois que tu te cales dessus, tu ne sois plus obligé d'être fixé dessus, mais elle te donne accès à autre chose. Mais d'abord, oui, tu poses tes mains de cette manière. La progression de la trame, elle se fait de tels gestes, ou la progression dans le tai chi, c'est cette forme-là, comme ça, comme ça. C'est très, il y a une forme de rigueur, une forme de fil conducteur qui est souvent assez bien délimité. Mais après, on prend chacun des éléments, on les éprouve à part entière de manière. Tu vois, par exemple, je pense au tai chi. Les gens font des longues formes, tu vois, ils apprennent des longues formes avec des suites de mouvements Hmm. pendant un temps. Puis ensuite, ils prennent le mouvement, ils prennent un mouvement et ils explorent pendant très très longtemps. Ils oublient la forme. Et cette exploration, ils la font se pratiquer dans toutes les directions de l'espace, avec une écoute. Et si tu as quelqu'un qui est habile, il va en même temps te faire voir à quel point ta gestuelle te met en résonance avec quelque chose à l'intérieur. Puis cette chose à l'intérieur a une résonance avec ta gestuelle. Ouais. Il y a un aller-retour. Je pense qu'il y a un aller-retour. Il y a comme une vague. Il y a des moments où on construit des choses, des moments où on se laisse porter par ces choses. Il y a des moments où ce qu'on a mis en place à un certain niveau pour nous aider à percevoir n'est plus nécessaire, donc on doit l'abandonner et Hmm. passer à autre chose. Et souvent, des fois, c'est ça la problématique, c'est que les gens disent non, on m'a dit ça, on m'a appris comme ça, et je bouge pas, je déroge pas. Mais peut-être que ce qu'on t'a appris, c'était simplement un élément pédagogique. C'était pas l'objectif, tu vois. Oui, oui, oui. Non, non, mais alors, c'est un autre aspect de cette relation avec le formateur ou celui qui enseigne. Ouais. Ce qui est, encore une fois, en remettant dans le contexte d'apprentissage, quand on prend le Taiji Chuan, ce Oui. qui est super intéressant, c'est aussi qu'il y a du travail à deux. Et donc, avant d'être dans tout ce répertoire interne, où finalement tu vas te faire aussi des repères personnels dans ta pratique, le plus simple pour ressentir quelque chose, bah, c'est quand aussi tu vas le faire à deux. Tu vois ce que je veux dire? C'est le fait d'avoir le retour de la personne avec qui tu travailles, ça te fait un référent direct de savoir, bah, si ton geste il est juste, parce que même si ton geste, non mais enfin je veux dire, qu'il soit martial, qu'il soit fait dans le Oui, martial ou pas dans le martial, il j'entends y bien, a, il y j'entends bien. a, il y a déjà une mécanique qui permet de poser une base de corps global, des choses comme ça, où ça va être plus facile quand même. Si tu es encore en Oui. train de pousser avec ton bras, alors que le mouvement il est global et qu'il est censé venir de partir de tes jambes et donc de donner plus de force, tu vas vite te rendre compte que tu utilises que ton bras, ou si tu utilises tout ton corps, parce que la personne en face de toi, tu vas la pousser plus facilement, ou alors tu vas avoir des difficultés. Et si je prends le Twina, qui est le massage traditionnel chinois, ou la trame, la relation qui existe, c'est aussi une relation à deux, qui Hmm. existe, et à trois même, quand ça a pris avec le formateur, mais déjà à deux avec la personne qui pratique avec quelqu'un d'autre. Et un des éléments utiles quand même dans la trame, il me semble, au niveau de la pédagogie, c'est les retours réguliers qui se font entre le praticien et le patient, quand les deux sont apprentis tramistes de toute façon. Ça, Oui, oui, je le oui. précise Dans la pour les forme gens. d'apprentissage, il y a Oui, beaucoup, beaucoup d'échanges entre les gens, d'échanges à un niveau subtil, dans le toucher, et dans ce qui se passe, mais aussi dans le retour d'expérience. Mais ce retour d'expérience, il est à prendre de manière telle quelle. Il est pas forcément. Euh,
pas comment forcément dire, juste. il faut juste l'écouter. Et se dire, tiens, ah ouais, ça fait penser à ça fait résonner ça. Il n'y a pas de jugement sur ce qui a été ressenti, il n'y a pas d'interprétation de ce qui a été ressenti. Ça signifie, Non, ce mais n'est les que gens juste le qu'un font, ressenti. ça. Les gens interprètent, les gens vont interpréter, juger, se Oui, comparer. ouais, mais justement, Parce que là, c'est non, mais là où, je fais où exprès, là. celui qui transmet doit moduler un tout petit peu, quoi, parce que, Voilà, oui. bah, tu vois, le monde du perceptif, c'est quand même un monde subjectif par excellence, quand même. Ah bah, on peut Là, difficilement faire plus subjectif, hein. on peut pas mieux, quoi, je veux dire. Tout à fait. Donc, il y a intérêt à relativiser un peu les choses, un peu dans tout ça, hein. Bah, Euh, mais c'est une bonne question, cette histoire de relativiser. Mais déjà, là, tu disais, bah, effectivement, et c'est pas pour lancer la pierre, hein, comment je vais dire ça comme ça, c'est très. on lance Mais, jamais la pierre, on essaie de la récupérer, on fait oui, gaffe, quoi. il paraît. N'importe quoi. Mais, mais oui, il y a. Si, allez, je reprends un petit peu le côté sciences humaines. Dans les sciences humaines, quand on vient chercher des informations qui ont été perçues et ressenties par les gens qu'on vient observer dans leur quotidien, dans leur pratique, etc., on base la plupart des choses, enfin, si, sur les pratiques de conscience, c'est pratiquement 100% du discours, tu vois. Parce que, pourquoi? Parce que on peut absolument pas observer de loin ce qui se passe pendant ce genre de pratique. Pendant un Mm. Qigong, si tu fais une posture, il peut se passer absolument rien pendant. Enfin, il se passe toujours des choses, c'est subtil, on peut voir des choses, hein, mais d'extérieur, ça bouge pas, quoi. Donc ça veut dire que soit vraiment il se passe rien et que les gens font rien, mais ça serait quand même bizarre, soit il y a une activité dont on Et n'a si pas on accès. arrivait vraiment. Hein? Ouais. Je dis si on arrivait vraiment à rien faire, mais ça, Oui, c'est encore une autre histoire. mais les gens vivent quelque chose. Et ce Ouais. quelque chose, on peut pas l'observer d'extérieur. Donc la seule façon de le voir, pour l'autre, c'est de lui demander ce qu'il a vécu. Mm. Et la question, c'est, bah oui, mais vu que c'est subjectif, va être difficile que les gens soient objectifs vis-à-vis de ce qu'ils ont vécu, Oui. justement. Sauf que il y a des, il y a des, aujourd'hui dans les sciences cognitives, il y a eu des idées de façon de faire des entretiens, par exemple, où on va aider un peu les gens à s'exprimer au moment où on les interroge. Pas pour les diriger et leur faire dire ce qu'on veut entendre, c'est pas du tout ça. Au contraire, c'est le but étant de simplifier le discours et de faire plus parler les gens et de façon plus simple et pour amener justement quand quelqu'un parle d'une sensation qui est un petit peu moins de qualificatif, tu vois, de superlatif, que les gens, voilà, ils partent pas trop dans comment, pas dans l'imagination, mais dans l'enrobement de ce qui a été vécu, mais se ramènent à des choses plus simples comme des sensations de chaleur, de pression, ou ça peut être des sensations de bien-être aussi, mais tu vois, pour essayer de limiter les dégâts que peuvent faire l'interprétation justement de ce Oui, que les gens c'est vivent tout eux-mêmes. à fait ça. Moi, je te rejoins tout à fait. Je crois que dans le monde perceptif et de ce qui est perçu, il faut rester extrêmement, avoir un vocable extrêmement simple et pas interpréter. Ça sert à rien l'interprétation. L'interprétation, elle fait que cristalliser des choses. Mais toi, ça t'arrive Et ça on, dans tes formations? de, Que les gens commencent à partager, utilisent un vocabulaire qui est pas forcément le même, ou oui, peut-être qui en rajoute, et, oui. et ça peut, est-ce que ça peut perdre les autres élèves si on, enfin voilà, est-ce qu'il y a des, que se passe-t-il dans ces moments-là où il y a ce retour, où quelqu'un commence à parler, par exemple, peut-être mélanger même les pratiques, tu vois, en parlant même de spiritualité, en amenant un vocabulaire qui a peut-être rien à voir avec la trame. Oui, tout à fait. Mais bon, d'abord, il faut pouvoir l'entendre, hein. Il faut pouvoir un minimum lui laisser la parole pour pouvoir l'entendre. C'est-à-dire qu'il y a un espace qui est entendable de ce qui est en train d'être évoqué là. Puis après, on peut recadrer. On peut dire que effectivement, que si encore c'est une interprétation sur ce qu'il vit lui de son ressenti et qu'il l'interprète, tu vois, why not? Mais là où ça me semble plus délicat, c'est quand le praticien commence à interpréter le ressenti de l'autre.
où Hmm. l'autre dit quelque chose, ah, mais si tu as ressenti ça, ça veut dire que. Et là, c'est là où il y a à mettre un haut là, parce que, et de faire comprendre que ça veut rien dire tout ça. C'est très, tu vois, c'est des idées qu'on calque sur tout ça. Hmm. Tu vois, que la personne, elle ait un jugement sur ce qu'elle ait vécu, tout ça, et que tu puisses proposer un cadre de perspective un peu plus large, pourquoi pas. Mais moi, là où je trouve que où ça peut devenir gênant, c'est quand quelqu'un ressent quelque chose en tant que praticien sur un patient, et que tout d'un coup, eh bien, ça commence à des discours du style, bah, vous savez, ma brave dame, pas facile, hein. Ce que j'ai à vous dire, attention, hein. Ça va pas être facile, hein. D'où? Tu vois, on sent venir tout de suite l'interprétation. Moi, je sais quelque chose, j'ai vu quelque chose que vous n'avez pas vu. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui viennent Hmm. s'en mêler. Et c'est là où je suis assez vigilant en général dans mes cours pour essayer de pointer ce genre de mécanisme et de lever et dire attention, là, warning. Hmm. Parce que ça, c'est se servir d'éléments qui peuvent être extrêmement contre-productifs et voire même tendancieux, quoi, tu vois. Hmm. Ah, ouais, et c'est pour ça que. Et on n'empêche pas les dérives, hein. On n'empêche pas Non, les dérives. Je sais qu'il y a des gens qui font des choses. On a beau leur faire passer l'information. Moi, honnêtement, dans mon âme et conscience, je leur fais passer l'information. J'essaye de faire un maximum que celle-ci soit intégrée. Et puis, je sais très bien que parfois, elle ne l'est pas. Ou du moins qu'il faudra du temps pour l'intégrer. hmm. Parce que ce qu'ils ont vécu en temps de sensation, ça leur semble tellement crucial qu'il faut qu'ils en fassent quelque chose. Et d'en faire quelque chose, c'est de le dire ou de. Et l'idée, c'est de peut-être dans un temps de prendre ça avec un peu plus de recul, d'attendre que la personne ait vécu un certain nombre de choses, et puis qu'éventuellement, on en reparle après. D'en parler au lieu d'en parler a priori, en parler a posteriori, c'est toujours intéressant parce que ça donne le temps de pouvoir oublier. Ah mais, non, non, mais j'entends. Puis c'est vrai que moi, dans ma démarche d'anthropologie, Mm. et que je sépare un peu de ma démarche personnelle, il n'empêche que je fais quand même un lien avec la démarche personnelle parce que il y a c'est très opportuniste aussi hein, finalement, mais comment je pratique et le fait de pratiquer, ça m'a donné quand même beaucoup plus d'éléments, beaucoup plus de compréhension et d'intelligence entre guillemets, de la capacité de pouvoir faire des liens en tout cas entre tu vois ce que les gens me disent, euh, qu'est-ce qu'ils essayent de me dire aussi quand ils parlent parce que c'est toujours difficile de mettre des mots. C'est quand même plus facile de dire, et encore, ça dépend des sujets, mais que ça c'est bleu ou ça c'est rouge. On a vu qu'il y avait une robe sur Internet, une image où les gens se demandaient si elle était bleue ou blanche, ou dorée, et en fait, ça dépendait de ton écran, ça dépendait. Bon, donc, de toute façon, les perceptions sont subjectives, qu'elles soient même vers l'extérieur, voilà. Mais le fait de partager la même chose, Oui. ou d'avoir vécu des choses similaires, de s'être prêté aussi Mm. à l'expérimentation, à l'expérience sensible, Mm. ça amène une compréhension, en tout Oui, cas. ça met. Pas forcément un vocabulaire, mais au moins la compréhension qui permet le Ou- dialogue, la communication. Voilà, ça peut mettre une compréhension, ça peut mettre une réflexion, dans le sens de refléter, de témoigner qu'il s'est produit quelque chose, de l'idée étant de ne pas le cristalliser, mais de pouvoir l'écouter, qu'il s'est vraiment passé quelque chose et que quelque chose peut être entendu par l'ensemble des personnes. Et ça fait changer. Oui, mais voilà, toi, si tu avais un conseil à donner pour enseigner ces pratiques-là, bah, ça serait lequel? Parce que il y a pas de, j'imagine qu'il n'y a pas de formule parfaite. Hein. Il y a toujours des choses qui nous échappent. Qu'il y a des moments où tu Oui, vas dire un truc parce que tu as été mais inspiré et puis que tu vas pas le dire pour un autre cours. bien sûr, bien sûr que tu as une ligne conductrice dans ton cours, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu as une forme de technicité, tu as une forme même de mimétisme par rapport à ce qui t'a été transmis. Moi, j'ai reçu la trame de Patrick et il est
indéniable que pendant très longtemps, j'ai réutilisé le même vocable, j'ai utilisé le ressenti que j'avais éprouvé pendant ce moment-là, j'ai essayé de retransmettre véritablement ce qui m'avait été donné, ou en tout cas ce que j'avais pu capter de ce qui m'avait été donné, ou de même, enfin voilà, ça faisait partie de l'amalgame de tout cet apprentissage. Donc pendant un temps, tu es dans ce moule-là. Maintenant, ce moule-là, il doit évoluer, pas parce que toi, tu dois en faire quelque chose au sens d'un aspect égotique où tu serais plus important, mais parce que simplement, il y a un phénomène d'intégration. Tu deviens ce que tu enseignes, tu deviens ce que tu dis, ce que tu penses. Tu arrêtes de faire une scission entre ton intellectuel qui te fait penser un truc et tu dis, ouais, c'est des très bonnes idées, et puis ta vie, tu fais totalement autre chose. Petit à petit, il y a quelque chose d'une forme de cohérence, d'intégration de ça, et tu deviens cela. À partir de ce moment-là, je pense que tu acquiers une certaine forme de liberté. C'est-à-dire que tu es à même à être disponible à la situation qui se présente devant toi. Il y a quelque chose que tu peux aborder où tu n'as plus peur. Qui que ce soit qui se présente, eh bien, tu vas trouver de l'espace pour lui, pour l'entendre, mais aussi d'amener par différents biais à poser des points de vue différents et faire évoluer les gens. Moi, j'ai souvent rencontré des gens qui étaient aussi réfractaires, tu vois, qui étaient là pour tester, qui étaient là pour me tester, en fait, aussi. Et dire, alors, c'est bien ce que tu dis, non. Mais c'est normal, ça fait partie du jeu. Maintenant, si je suis dans un enjeu, moi, personnel, et que je suis dans une défensive, je suis plus dans un espace de transmission, tu vois. Je suis dans un espace où je vais essayer de convaincre quelqu'un. Mais petit à petit, tu dépasses cela. Oui. Tu dépasses cela pour que maintenant, enfin en tout cas, il me semble que j'ai beaucoup moins d'enjeux par rapport à ça, quoi. Non, mais et je partage ce que tu dis, hein, le peu où je suis intervenu dans des écoles, tu vois, je pense à l'ostéopathie, ce qui est assez dingue quand même, hein, parce que il me semble que les ostéopathes sont quand même dans une forme d'ouverture d'esprit vis-à-vis de la perception et du corps, ne serait-ce que par l'outil ostéopathique. Sauf que bah, la population de jeunes ostéopathes, pas forcément si ouverte que ça, du tout en fait, sur ce qu'ils font. Et il y avait eu, parce que j'ai proposé quand même des pratiques de Qigong pour ramener à la perception. Parce que il y a un truc aussi, ça on pourrait en parler aussi, c'est que on n'a même pas parlé du mot conscience. Oh. Mais ça pourrait être pas mal parce que moi, comment je me sers de cette pratique-là dans mes cours. Alors, pour tous pour tous les universitaires qui m'entendent ou qui revoient cette vidéo, je vous le dis, je fais faire du Qigong à mes élèves. Je l'ai fait à Lyon 2, je l'ai fait je l'ai fait où? Non, je l'ai fait au Isostéo. Je l'ai fait en Chine aussi. C'est difficile en Chine d'ailleurs, hein, dans les universités. Mais je m'en suis servi comme outil de perception, ce qui n'est pas incohérent du tout. Parce que ça permet justement de se poser toutes ces questions-là qu'on est en train de se poser sur de comment on prend conscience de ce qu'on vit. Voilà. Et Mais si on l'a pas fait, on peut pas. Mm. Aussi. C'est le paradoxe. Il y en a qui nous disent ouais, mais c'est pas sérieux, c'est pas objectif. Si t'es pas capable de théoriser ou quoi que ce soit, non, c'est pas vrai. Il y a tout ce qui est lié à l'expérience sensible crée une forme de connaissance chez la personne qui va le vivre. Et comme tu l'as dit, hein, ça passe par l'imitation au départ. Il y a des auteurs qui sont excellents. Je pense à Marcel Jouste qui parle d'anthropologie du corps, où lui il parle de mimisme, tu vois, mais pas de mimétisme, de mimisme, qui est propre à l'être humain, qui, contrairement aux grands singes qui sont beaucoup plus dans le mimétisme justement, et c'est pour ça qu'on fait ce rapport avec la grimace du singe, mais l'être humain, dans son mimisme, dans tout l'apprentissage de sa vie pour, tu vois, marcher, parler, tout ça, il devient lui-même en mimant. Et c'est ça qui est intéressant. Et Jousse, il finit, et après je te donne la parole, excuse-moi, mais Jousse, il finit en disant, à un moment donné, il y a la question de la perte de l'enseignant qui enseigne une pratique qui est censée être la bonne pratique, et qui doit s'assurer que les élèves, eux, vont faire ça bien, et garder le côté traditionnel, le côté comment ça a été fait, et comment ça doit être fait, sauf que, en fait, la réinterprétation fait partie de la création, du fait de la survie aussi de toutes les pratiques. Et qu'à un moment donné, ça devient toi qui pratiques
Oui. quelque chose. Et moi, je fais le lien souvent avec l'écriture, tu vois. Oui. C'est oui, comment on peut tous écrire sur la même chose. Donc, à un moment donné, qui a copié sur qui? Ah ben lui, il l'a dit avant moi et tout ça. Mais c'est pas grave. Toi, tu vas le dire avec tes mots. Donc, vas le faire exister à travers ton existence. Oui. Et du coup, il y a cette espèce de processus de progression entre apprendre quelque chose et en faire. Tu l'as dit, hein, de toute façon. Donc, tu vois, tu l'as dit avec d'autres mots, mais en faire sien. Oui, faire sien, oui, oui, intégrer ça. Et, et il y a quelque chose que je voulais dire, je ne sais pas si c'est vraiment tombe vraiment très à propos dans tout ça, mais quand même, je crois qu'on vient tous, par exemple, je vois des gens qui viennent dans des stages pour apprendre la trame, pour apprendre le Qigong, ou même des gens en cabinet. Les gens viennent avec déjà des idées préconçues. Ils viennent avec déjà des connaissances. Et tout ce qui va être dit, tout ce qui va être enseigné, dans un premier temps, va passer à travers ces filtres de connaissances antérieures. C'est-à-dire que, en réalité, le jugement et la possibilité de changer n'est pas très grande. Parce que ce que tu dis, si ça correspond à leur grille de lecture intérieure, ah, t'es incroyable, t'es fantastique, franchement. Mais si ça vient trop les déranger, même si c'est juste ce que tu dis, si ça vient trop les déranger, tu vois, si ça met comment dire, un autre positionnement radicalement différent de leur point de vue, eh Hmm. bien, qui sont un point de vue, qui sont vus d'un point, eh bien, il y a d'abord un mécanisme de rejet. Et ça ne veut pas dire que leur point de vue est juste. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Hmm. pour apprendre quelque chose, tu es obligé d'accepter qu'il y a plein de trucs qui vont venir, qui vont être là, qui ne font pas partie du sujet que tu voulais développer, mais que tu vas devoir prendre en ligne de compte pour les laisser s'épurer. Pour qu'à un moment donné, la personne, elle rencontre un espace qui est similaire à celui que tu veux évoquer. C'est clair ce que je suis en train de dire là? C'est-à-dire qu'on C'est- vient beaucoup avec nos filtres, tu vois, Oui, on vient beaucoup avec nos connaissances déjà acquises. oui, Et acquérir quelque chose de nouveau, rencontrer quelque chose de nouveau, si on le passe tout le temps au filtre de l'ancien, c'est compliqué. oui, 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 non, oui. Ça veut dire qu'il y a un moment donné, il faut abandonner quelque chose ou laisser le temps à quelque chose de s'abandonner pour perception. Que ce soit une perception sensorielle, que ce soit une perception mentale ou une perception émotionnelle. Oui, 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 Et mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de. Moi, je trouve qu'il est bien, par exemple, avec l'outil de la trame, c'est qu'il y a beaucoup de pratiques. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, les gens, ils sont un peu comme dans une lessiveuse, quoi. Ils sont obligés de. Bon, où c'en est là? Oui, tu veux dire qu'il y a des moments où ça lâche. Ah ouais, voilà. Mais Et, si, si, mais c'est très à propos ce que tu dis, hein, je veux dire, c'est quelque chose que, comment, bah, je vais reparler des jeunes ostéopathes, parce qu'en plus, c'est vrai que j'avais même pas fini cette anecdote. Mais ça reprend ce que tu dis. Et c'est vrai que quand on a fait faire, quand j'ai fait faire, parce que j'étais pas tout seul, j'avais un autre prof avec moi qui se prêtait au jeu, c'était plutôt bien. Quand j'ai fait faire ces exercices de Qigong, j'ai expliqué que mes terrains c'était le Qigong, que là maintenant, par contre, on allait enlever tout ce qu'il y avait de la culture, des explications, de la métaphysique du Qigong, tout ça. Non, j'ai pas parlé de Qi. J'ai pas parlé de, tu vois, de points, d'acupuncture, de méridiens, de rien du tout, de Dantian ou rien. Et je leur ai dit justement, je vais vous expliquer un truc, vous allez fermer les yeux, bah voilà, on a fait ce qu'on appelle l'ouverture du champ de Chi. Et c'est tout ce que j'ai fait, sauf que j'ai enlevé tous les mots avec Chi et tout ça. Et je l'ai fait à chaque fois et ça marche, il n'y a pas besoin de parler du Chi, sauf que je comprends très bien pourquoi il y a des moments donnés où il faut intégrer justement toute la dynamique du Chi, mais là, le but étant de faire percevoir. Et ben même comme ça, même en enlevant tout, tu vois, tout ce qui peut être un peu bizarre pour des gens qui n'ont jamais fait, parce qu'il y en a qui n'ont pas bien pris du tout. Et ben là, j'ai oui, pas envie de faire ça. Il me disait, non, non, ça c'est pas mon truc, etc. Je fais, mais ça peut pas ne pas être votre truc. Et je me suis pas braqué. Tu vois, j'ai fait comme toi, il y avait tout ce truc de test, un peu, de vouloir dire, j'ai eu quand même, mais moi j'y crois pas à tout ça. Mais j'ai dit, mais comment vous ne pouvez pas croire à la perception? On vous propose là de fermer les yeux et de regarder si vous percevez quelque chose à l'intérieur. Si je vous dis regardez à l'intérieur de votre tête, est-ce que vous êtes capable de voir ou de ressentir quelque chose? Mais si vous ressentez rien, c'est pas grave.
Et puis, vous n'êtes pas obligé de croire ceux qui ont vu quelque chose ou qui ont ressenti quelque chose. Donc, tout le discours de la croyance, parce qu'il y avait vraiment une réticence vis-à-vis de ça, en fait, tu vois, de croire en ce qui se passe, et puis le fait de le faire, c'était un petit peu comme de trahir ses propres croyances et de s'engager dans quelque chose auquel eux ne s'identifiaient pas du tout. Et je trouve que c'est très intéressant comme réaction, parce que là, c'était vraiment une réaction, tu vois. Et en parlant, parce que j'ai laissé en plus, tu vois, à chaque fois qu'il y a un braquage, je m'oppose pas. C'est pas, je m'oppose juste au truc que quand il y a plusieurs élèves, il faut que les gens puissent le faire, ceux qui ont envie de le faire, et que ça dérange pas ceux qui veulent le faire aussi. Mais je leur disais, le problème, c'est qu'à la fin, vous allez avoir une note aussi, et que si vous faites pas l'exercice, bah vous aurez rien à dire. Et oui, mais si j'ai rien vécu, j'aurai rien à écrire. Je sais, bah si, vous pourrez écrire, vous avez rien vécu. Mais si vous n'avez pas essayé, que vous ayez vécu quelque chose ou pas, bah ça sera une page blanche, quoi. Donc, bah vous, techniquement, là, vous faites pas, Hmm. vous faites mal, quoi. Vous faites mal l'exercice. Il y a un exercice à faire quand même, donc faites-le. Hmm. Alors, c'était plus facile de le faire quand quand après on a pris un exercice d'ostéopathie qui s'appelle l'écoute de la voûte, qui était, d'après Hmm. moi, assez proche aussi d'une pratique de la trame parce que très immobile et très dans l'écoute. Et les ostéopathes ont aussi tout un vocabulaire et une façon de parler de ce qui circule aussi dans le Hmm. corps, quoi. Et il y a des mouvements, il y a des choses comme ça. Et il y a des gens très très précis dans ce qui est censé bouger. Et les élèves d'ostéopathie nous disaient, bah, en fait, l'écoute de la voûte, on n'y arrive pas. Les profs, j'en ai parlé aux profs. Ils me disaient, ah bah oui, c'est normal, l'écoute de la voûte, moi non plus, quand j'apprenais, maintenant je suis prof, j'ai mon cabinet. Alors, ils ont tous des cabinets dans cette école. Tu vois, Hmm. tu disais, c'est bien d'être praticien et d'être formateur. Et ben, dans cette école d'ostéopathie, ils ont tous gardé leur cabinet, et ils trouvent ça important, et c'est bien, je trouve aussi. Mais ils le disent eux-mêmes. Ils ont appris à vraiment vivre l'écoute de la voûte, bien après les 5 ans d'études d'ostéopathie. Et donc, les élèves, ils se retrouvent dans la classe, comme les générations d'avant et les générations encore avant, comme une poule face à un couteau, si je puis dire. Et effectivement, ils sont perdus, ils se stressent parce qu'ils n'arrivent pas à vivre ce qu'ils sont censés vivre. Ils nous disent, ouais, mais les profs, ils nous disent ça, et puis il y a l'autre prof qui va nous dire un truc complètement différent, et ils n'arrivent pas à s'y retrouver, et ils essayent de faire comme le prof, tu vois, exactement comme le prof, et ça marche pas. Il y a plein d'éléments comme ça qui sont... les profs essayent de guider en disant, bah voilà, il se passe ça quand tu fais l'écoute de la voûte, et les élèves, ils essayent de s'accrocher à ça, sauf qu'en finalement, en discutant avec d'autres profs, ils se rendent compte que pédagogiquement, parce que c'est là où c'est intéressant de parler de la pédagogie, c'est que les profs, ils donnent des éléments qui leur appartiennent à eux, pour essayer de guider des élèves qui vont sûrement pas vivre la même chose qu'eux. Mais il y en a qui vont vivre comme eux, et eux, ça va les aider, et c'est là où c'est bon de changer un peu de discours. Voilà, c'est ça. Ça rejoint un peu le fait on parle toujours de son cadre de référence, tu vois, Oui, bah oui, de alors son il y a système ce truc, oui, référentiel. oui. C'est que celui-là qu'on peut transmettre, difficile, tu vois. Alors, plus ton cadre de référence il est vaste, il est flexible, il est souple, plus tu peux intégrer le fait que l'autre ressente peut-être de manière différente, mais pas forcément fausse, mais différente. Parce que qu'est-ce qui va donner à un moment donné, c'est qu'il va se passer, si on prend le cas de l'ostéopathie ou du massage ou des choses comme ça, il y a quand même quelque chose qui est un endroit où tu avais une situation de blocage et cette situation de blocage, elle évolue et elle se transforme. De blocage, tu veux dire, dans la Par perception? exemple, un blocage fonctionnel ou un blocage tissulaire ou un blocage, tu vois, même prenons que ça. Hmm. Et finalement, il y a un moment donné, ça parle parce que ce fameux blocage, il s'est transformé, il a changé. À un moment donné, il y avait cet état et il n'y a plus cet état. Et en réitérant suffisamment de fois, on va comprendre qu'est-ce qui nous a mené à sentir comment ça se transformait. Et ça, il faut énormément de temps. Hmm. Et je pense qu'il faut des pédagogies qui soient souples. Si tu dis le ressenti, c'est celui-ci, et tu bouges pas, là tu vas dans une belle impasse, à mon sens, parce qu'effectivement, des gens seront différents. Alors, Mais en même temps, le truc, c'est ils pourront te raconter ce qu'ils veulent. S'ils n'arrivent pas finalement à ce que ce blocage il se lève, ben il y a un truc qui va toujours pas.
Et Il y a un truc qui oui. va toujours pas. Parce que fonctionnellement, c'est toujours là. Alors, c'est bien, ça me fait rebondir sur les résultats de ces expérimentations avec les élèves, parce que, tu vois, où justement, comme tu le dis, tu peux pas te bloquer en tant que prof sur il faut faire comme ci, comme ça. Et ben le fait que sûrement j'étais aussi d'extérieur, tu vois, que je connaissais pas, et que j'ai posé juste la question de, bah, on va essayer de trouver un moyen que chacun d'entre vous va essayer de trouver son moyen de vivre cette histoire d'écoute de la voûte, tu vois. Et déjà, le fait qu'ils en parlent, c'était bien, parce qu'ils ne le faisaient pas beaucoup. Et donc, il y a eu tout un échange où... et puis donner l'exemple aussi, parce que moi je l'ai fait, on me l'a fait, donc j'écrivais ce que j'avais vécu et j'essayais de mettre des mots déjà sur ce que moi j'avais vécu. Ça permettait de délier un peu les langues, on va dire, et ça permettait aussi aux autres élèves des fois de reprendre conscience qu'ils avaient vécu des choses. Parce qu'en fait, ils avaient vécu des choses. Et c'est le plus dingue dans ces exercices, c'est que quand tu es dedans, tu le fais et tu peux avoir l'impression de rien vivre pendant tout le temps que tu essayes de le ressentir, le truc. Et alors ça, il y a deux aspects, deux effets différents, deux réactions différentes. Il y a ça, et le fait que, bah, en fait, écrire ce qu'ils avaient vécu, parce que là, on passait par l'écriture, parce qu'il n'y avait pas le temps d'interroger tout le monde. Tu as 35 élèves, tu as 2 heures de cours, c'est trop court. Et donc, ils allaient tous écrire, pour eux, tu vois, détailler tout. Et je leur ai dit, mais je sais pas quoi écrire. Je dis, non, non, mais écris, tu parles du début, tu dis ce qui s'est passé, tu as entendu la sonnerie, tu as entendu le coucou qui a sonné, j'en sais rien, mais t'écris ce que tu as vécu. Et en écrivant, ah tiens, c'est marrant, là, c'est vrai, je m'en souvenais plus. Il s'est passé ça. Mais ils s'en souvenaient plus. C'est-à-dire qu'ils ont vécu un truc et le fait de l'écrire, tu vois, ça les a ramenés à la sensation qu'ils avaient vécue. Et finalement, bah maintenant la sensation elle existe, alors qu'elle aurait pu complètement disparaître. Ah là, ils l'ont vécu au moment où ils l'ont vécu. C'est juste qu'ils n'avaient pas pris conscience du moment où ils l'avaient vécu. Donc il y avait ça, ce qui fait que les élèves ont fait, bah finalement, en fait, si, j'ai trouvé ça. Et les trois, et souvent, ils arrivaient à ressentir quelque chose en essayant, en fait, en partant. Et on leur a dit, hein, c'est pas grave si vous partez, si vous êtes plus présent, tant que vous essayez de revenir. Tu vois, tu connais très bien ce discours, je pense. Hein, et, et c'est vrai que beaucoup recevaient un truc comme un coup de marteau presque. Hein. C'était, ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent, ressentent rien. Et d'un seul coup, c'est, ah, j'ai aussi le droit de plus chercher. Et là, ils cherchent plus, ils partent, et c'est là qu'ils ressentent un truc. En fait, tu vois, que pour moi, ce que tu dis là fait ressortir qu'il y a des modalités de fonctionnement de la conscience et qui sont de nature différente. Le fait de chercher, d'avoir un vouloir est très lié à notre mental analytique. Et on veut analyser les choses et les mettre dans les cases, et il faut que ça rentre dans le truc, quoi. Et cette recherche-là, parfois mène à des impasses. Et justement, ce que tu dis, c'est dans l'oubli de ça, c'est-à-dire dans la non-fixité, que tout d'un coup, l'information qui était dans l'espace conscient peut ressurgir et être de nouveau traduite, mais beaucoup plus librement. Tant que tu es dans une... Tu vois, moi, vraiment, je m'aperçois que, bien sûr, au départ, on peut avoir une orientation avec une certaine concentration, une certaine volonté. Et puis aussi, à un moment donné, il faut défocaliser tout ça. Et que la présence qui va se manifester, elle est beaucoup plus riche, beaucoup plus vaste. Si on reste bloqué dans notre système de dire « Ah, mais comment je vais traduire cette sensation ?» nanana, ou « J'en ai pas eu, mon Dieu !» Non, non, mais parce que juste, tu ne te détends pas, quoi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'un arrière-plan conscient qui ne passe pas par les organes d'essence et qui peut donner de l'information directement. Ah ouais, alors là, on est un peu dans le bazar parce que... Non, mais c'est... Non, 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 Je me permets... on est dans une approche de la réalité qui sort un peu des codes qui sont aujourd'hui très scientifisés, justement, où les seules choses qui existent, c'est les choses qu'on peut maîtriser, qu'on peut contrôler. Voilà. Et moi, de toute façon, ce que je fais en anthropologie tout le temps, c'est de ramener un peu le discours sur c'est pas parce qu'on n'a pas encore les moyens de savoir que ça existe que ça n'existe pas. Et c'est
Et il faut pas l'oublier, surtout en tant que scientifique en plus, parce que Ouais. ça t'empêche complètement de pouvoir imaginer qu'il puisse avoir, que les choses puissent être différentes. Et si elles sont différentes, tu peux te planter très longtemps, parce que tu es bloqué sur un aspect de la réalité, Mm. calqué sur ce que tout le monde pense que c'est, parce que tant qu'on n'a pas les moyens de démontrer qu'une autre possibilité peut exister, on va s'empêcher de le vivre. Et enfin voilà, c'est C'est un peu la problématique de la définition de la forme de l'air, quoi. Quelle forme il a, l'air? Ouais, voilà. Bah, ouais, voilà. Et pourtant, c'est imperceptible, c'est pas imperceptible, ça existe quand même, et pourtant on est capable de rien en dire, tu vois. Enfin, on en dit des choses, mais sur sa forme, il va avoir la forme d'un contenu, il va avoir la forme d'un truc, c'est un peu... oui, mais ouais. Je pense qu'il y a des et encore l'air, ça va, hein. Il y a des choses qui sont aujourd'hui C'est beaucoup pire que moins, ça, mais... beaucoup plus difficiles à capter Oui, oui, oui. Non, que mais ce que l'air. je veux dire, même Mais quelque chose qui est extrêmement commun, qui est extrêmement proche à chacun d'entre nous, tu vois, et qui passe, on est tout le temps avec, et pourtant on n'y pense absolument pas, ou tu vois, non, mais ne et serait-ce que, mais tu peux parler de la et si je me lumière. per- si je me permets de parler de l'air, c'est parce que pour moi, derrière, il y a cette notion de chi, tu vois, il y a cette notion de souffle, il y a cette notion de truc vital qui est en permanence là, qu'on ne voit pas, qui nous Oui, anime et qui demande à ce qu'on change de paradigme pour en avoir une connaissance un peu, tu vois, un peu différente, ou en tout cas un rapport différent. oui, 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 mais c'est pour ça, C'est ça. je voulais parler de la lumière, mais c'est parce que la lumière c'est pire. La Oui. lumière, on ne la voit jamais. On voit toujours que justement le Qui mot apprend. phénomène vient de là. C'est une lumière projetée. Et on ne voit que la projection de la lumière, mais euh, euh, on ne voit jamais la source entre guillemets. Les photons, on les voit pas. Et ça, c'est un gros, d'ailleurs, c'est un grand sujet de physique et même de physique quantique, hein, le corpusculaire et l'ondulatoire. Le photon, apparemment, il se met un petit peu au milieu des deux. Donc, d'ailleurs, si on voulait parler de chip, des fois, la lumière serait peut-être encore plus parlante. Ce serait un terme qui serait très proche pour moi. Lumière et chi ont beaucoup, beaucoup de similitudes, beaucoup de points communs. Et voilà, et d'autres choses encore, hein, mais bon, là, ça fait déjà peut-être 1 heure et demie qu'on est Oui, ensemble. oui, oui, mais bon, Enfin, en tout cas, pour revenir à cette histoire de capacité et de conditions, les bonnes conditions de pouvoir percevoir quelque chose qu'on n'a encore jamais perçu. Moi, je l'avais un petit peu traduit en reprenant ce que disait Platon avec la connaissance, que à chaque fois qu'on apprend quelque chose, pour être dans une connaissance, il faut en avoir fait l'expérience, et qu'à chaque fois qu'on a vécu une nouvelle forme de connaissance, c'est-à-dire qu'on ne soit passé de l'inconnu de quelque chose à l'état de connu, connu. euh, en fait, lui disait, on est rené, quelque chose est mort. Et, tu vois, intellectuellement, C'est ce t'es... que j'évoquais tout à l'heure un peu, hein. Oui, oui, bien sûr, Je oui, veux dire, oui. hein, c'est dans cette notion-là qu'il faut qu'il y ait des choses qui soient présentes pour être intégrées, se déconstruisent et réapparaissent Mais autrement. quand tu parlais de système, lui disait carrément, oui, t'es une autre personne. C'est-à-dire que la personne qui a vécu ça, c'est plus, ça n'aurait pas pu être celle d'avant, et celle d'avant ne peut plus du tout être celle qui est maintenant. Oui, Donc, oui. pour passer d'un état d'inconnu à connu, bah ouais, t'es obligé de mourir. Il y a quelque chose qui doit mourir. Et c'est très existentiel, hein, mais enfin voilà. En tout cas, On va le finir sujet sur reste ça, je crois. très ouvert, hein, mais et je pense on pourrait en plus on pourrait continuer des heures finalement, et puis surtout en parlant de nos Oui, oui, parce expériences que personnelles. il y a un processus qu'on retrouve dans le Zen Qigong qui est mis, parce que je ramène ça, ce processus de mélange-transformation qui permet à toutes les formes et à tous les êtres d'évoluer, de changer, de passer d'une forme à une autre forme, d'un état de conscience à un autre état de conscience. Et il y a un dénominateur commun qui permet ce passage-là. Mais c'est au quotidien dans notre vie, à chaque seconde, quoi. Et nous, souvent, on s'attache à un processus de fixité, on essaye de capter les choses en les fixant, alors que d'épouser la capacité de sentir les transformations, les changements, et qui crée de nouvelles choses, et parce que ça crée de nouveaux êtres, parce que ça crée de nouvelles possibilités, eh bien,
on n'est plus dans la nécessité de porter la charge du fardeau antérieur, tu vois. Il y a une forme de légèreté et de délivrance aussi dans l'instantanéité de la vie qui se présente à nous. À cet instant-là, on répond, on a à faire ce qu'on a à faire, mais on n'est pas obligé de scoltiner des questionnements qui ne font qu'opacifier et alourdir notre conscience. Comment j'aurais Oui, fait avant, par exemple, des choses comme ça. Bon, bah voilà, non, t'as pas fait avant, t'es là maintenant. C'est ça qui importe. Comment tu fais maintenant, comment tu vis maintenant. oui. Non, non, mais faudrait peut-être recontextualiser cette histoire de perception Mmh. qui peut être justement pendant un temps un objectif parce que les personnes qui apprennent quelque chose de nouvelle ont cette Un besoin, volonté, cette envie, voilà, ouais, ce besoin il y a un ouais, besoin, de ouais. ressentir et que finalement on se retrouve très vite avec la question de la présence, de Mmh. l'attention et Mmh. peut-être aussi que ces outils, ces techniques, ce sont des outils qui donnent des clés pour arriver à un état d'attention et de présence. Mmh. Oui, je pense par rapport à ce que tu étais juste en train de formuler là, que le fait que la sensation, c'est plus un outil qu'un moyen, ou un moyen, mais c'est pas un objectif. En tout cas, c'est pas un objectif. L'objectif ne peut, s'il se bloque au sensoriel, s'il se bloque à l'interprétation du sensoriel, nous met dans le même cadre limitant. À un moment donné, pour que ça s'ouvre, il y a pas à se soucier du perceptif. Il est libre, le perceptif. Il advient, il est d'une nature, mais c'est pas l'objectif. Ok, oui, oui, non, est-ce qu'on pourrait dire, parce que ça va croiser les deux mondes Mm. de la philosophie, les sciences humaines, et puis celui des pratiques de conscience, est-ce que c'est le vivant finalement, l'objectif? Ah Parce que la bah, grande question, c'est le vivant ah bah ouais. en Et le phénoménologie. vivement, il se manifeste, il est là, ce serait dommage de passer à côté. On peut pas passer à côté, mais disons que, Ah mais si, mais on vient d'en parler. ouais, C'est- ah Si non, tu mais peux pas vivre c'est-à-dire quelque on chose, se limite. tu vois, tu peux On est même pas vivant, mais être on est dans vivant. une limitation, une représentation de nous-mêmes. Et Oui, on oui, est oui. dans une réitération un peu qui boucle et qui est pas, qui est parfois souffrante en plus. Tu vois, mais Non mais la vie, elle est pleinement là. C'est un mystère que qui d'entre nous peut, voilà, tu vois, résoudre ou quoi que ce soit. Il n'y a rien à résoudre. C'est absurde. non, non, mais déjà être là, il me semble que c'est pas si simple. Ouais, c'est vrai que c'est pas si simple. C'est pas si évident que ça. Parce que l'enfermement dans nos boucles mentales, émotionnelles et sensorielles nous captive, nous fascine, nous les aimons, hein, il faut quand même être très clair avec ça. On n'a pas envie du tout d'en sortir, on est vraiment très bien avec et il faut l'accepter à un moment donné. Ça va beaucoup mieux quand tu commences à être d'accord avec ça. Tu te dis, bon, ben voilà, pas sûr de tout D'accord, en c'est peut-être plus. ça. Se résilier un peu. Tout va bien. Très bien. En tout cas, bah merci. C'est vrai que Merci oui, à c'est vrai que ça vous. fait Passez déjà une un petit belle moment. soirée. Et bah on essaie de se revoir la semaine prochaine. On fera une pause de toute façon. Moi, je serai pas là en juillet. Euh, donc Mais comment ça, tu n'auras pas d'internet? j'aurais pas mon ordinateur, j'aurais pas tout ça. Ah oui, oui, c'est vrai, Je t'avoue que c'est je vrai, peux le faire avec mon téléphone. Oh, je peux le faire avec Non, mon non, téléphone, hein. tu peux pas emporter le studio avec toi, effectivement. Ça sera moins Bah, bonne qualité. belles vacances alors. Ok. Eh bien, non, mais on se revoit quand même la semaine prochaine. Je pars pas tout de D'accord, suite. entendu. Et on a déjà prévu quelque chose, il me semble. Mm. Voilà. Donc, bah Merci beaucoup. merci et à la semaine prochaine. Merci bien, merci beaucoup. Bonne soirée. Salut.